Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de Père Palfil. Je vais vous présenter en schéma un livre de Freud intitulé 5 conférences sur la psychanalyse qui est paru en 1910. Freud n'est pas à proprement parler un philosophe. De formation, c'est un médecin, né en Autriche en 1856. Freud a dû la quitter pour s'installer à Londres quand les Allemands ont envahi l'Autriche. Il est donc mort en exil et ses livres ont fait partie des nombreux ouvrages qui ont été brûlés par les nazis. Freud est célèbre car il est le père de la psychanalyse et le découvreur de l'inconscient. Rappelons que psyché en grec veut dire âme, esprit. Donc la psychanalyse, c'est l'analyse de notre esprit. Les 5 conférences sur la psychanalyse ont été prononcées par Freud sur 5 matinées en 1909, puis elles ont été publiées en 1910. Freud y expose sa doctrine, et c'est donc un bon ouvrage quand on veut s'introduire dans la pensée de Freud. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit des débuts de la pensée freudienne, avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a amené Freud à modifier sa pensée, et d'ailleurs sa pensée s'est développée, a évolué, s'est précisée au fur et à mesure de ses écrits. Faisons une dernière remarque avant de nous lancer dans la présentation de chacune des conférences. Chaque conférence est assez rapide à lire, elles font 5 ou 6 pages chacune, mais du fait qu'il y en a 5, cette vidéo nécessairement sera plus longue que les vidéos habituelles. Commençons donc avec la première conférence. Freud y fait référence aux travaux qu'il a effectués avec Breuer sur l'hystérie. Ces travaux, faits entre 1893 et 1895, sont présentés dans le livre « Études sur l'hystérie » paru en 1895. L'hystérie est une maladie où le malade présente des symptômes physiques, par exemple une paralysie du bras ou de la jambe, une incapacité de parler sa langue maternelle, ou, selon l'exemple qui est pris par Freud ici, l'hydrophobie, c'est-à-dire le dégoût de l'eau qui empêche de boire même si on a soif. Mais il n'y a pas de cause physique identifiable à ces symptômes. Autrement dit, il n'y a pas de lésion aux muscles ou de fractures, etc. À l'époque de Freud et pendant les siècles qui ont précédé, l'hystérie était une maladie incompréhensible. Parce que justement, on n'en trouvait pas la cause. Et c'est pour ça que souvent on accusait les malades de simuler leurs symptômes, de faire semblant d'être paralysé du bras ou de la jambe, de ne plus réussir à parler sa langue maternelle. De plus, c'était une maladie identifiée comme féminine, et Freud va contribuer à changer cette conception en montrant que l'hystérie touche aussi les hommes. Freud nous rapporte l'exemple d'une malade qui souffre d'hydrophobie, donc qui pendant un certain temps ne peut pas boire d'eau alors qu'elle en a envie. Durant ces crises, cette femme murmure des mots, des phrases qui semblent tourner autour d'une même idée. Breuer décide donc d'utiliser l'hypnose pour conduire cette malade à développer ce qui occupe sa pensée pendant ces crises. Elle en est ainsi venue à raconter un souvenir d'enfance où, dit-elle, elle avait vu le chien de sa gouvernante boire dans son verre, ce qui l'avait profondément dégoûtée. Suite à ces confessions, les troubles psychiques sont suspendus pendant un temps. Pendant une journée ou quelques jours, elle ne fait plus de crise d'hystérie. Pour Freud, cela nous donne des indices sur la cause des symptômes et donc sur le traitement à leur appliquer. La cause tout d'abord. Pour Freud, ce sont des traumatismes psychiques du passé qui entraînent dans le présent les symptômes hystériques. Ce lien entre traumatisme passé et symptômes est une première chose d'importance qui est établie par Freud. L'hystérie est donc due à des réminiscences. Les symptômes correspondent au traumatisme que le patient a subi. Par exemple, la malade souffre d'hydrophobie parce qu'elle a vu le chien de sa gouvernante boire dans son verre. Donc, quand elle entre dans une crise d'hystérie, ce qui se passe, c'est qu'elle revit son traumatisme. Elle est donc toujours atteinte affectivement.
Elle ne se souvient pas de son dégoût qu'elle a ressenti, mais elle le ressent à nouveau tel quel. Elle ne parvient donc pas à se détacher de son passé. Sur le traitement, à présent, Breuer applique un traitement cathartique. Ça veut dire qu'il fait parler le malade, il lui fait se remémorer son traumatisme, et cela permet de libérer les affects inhibés. En effet, lors du traumatisme, l'affect n'a pas été exprimé. Par exemple, la malade dont parle Freud n'a pas osé exprimer son dégoût face au chien qui buvait dans le verre de sa gouvernante. Donc, lors de la crise d'hystérie, les affects qui ont été inhibés dans le passé sont libérés, mais ils ne sont pas libérés de façon normale, puisqu'ils s'expriment sous forme de blocage corporel. La malade ne peut plus boire une goutte d'eau pendant des jours alors qu'elle a soif. On va donc permettre aux affects de se libérer de façon normale grâce à la parole, sous hypnose. Cette méthode est un premier pas vers la psychanalyse. Mais on peut se poser une question. Pourquoi le malade n'est pas conscient de son traumatisme quand il le revit? Pourquoi est-ce qu'il faut le mettre sous hypnose pour qu'il puisse mettre des mots sur son traumatisme? C'est ces questions qui vont mener Freud à sa grande intuition, qui est celle-ci. Nous avons différents états psychiques, des états conscients et des états inconscients. On passe alors à la deuxième conférence où Freud va approfondir cet aspect. Cette fois-ci, il fait référence aux travaux du docteur Charcot, qui est un médecin parisien, dont Freud a suivi les cours entre 1885 et 1886. Ce qui intéresse ici Freud, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'une fois que la crise d'hystérie est passée, la malade a tout oublié. Freud appelle cela la dissociation hystérique. On peut, comme l'a montré Breuer, permettre au malade de se remémorer son traumatisme quand on le place sous hypnose. Le problème, c'est que l'hypnose est un accès artificiel à la mémoire. Une fois que le malade n'est plus sous hypnose, il ne se souvient plus de ce qu'il a dit sous hypnose. Et donc, ça ne résout pas la dissociation hystérique. Il y a toujours impénétration entre la conscience et l'inconscient. Quand on tente, dans l'état normal du malade, de lui faire se remémorer ses souvenirs traumatiques, on rencontre une résistance de la part du malade. Il prétend avoir tout oublié. Et pour Freud, c'est le signe qu'il y a refoulement. Le refoulement, c'est le fait que les événements traumatiques ont été oubliés et qu'ils sont maintenus dans cet oubli. C'est la résistance. Autrement dit, qu'ils sont maintenus à l'écart de la conscience. Mais pourquoi y a-t-il eu refoulement ? Parce qu'au moment où le traumatisme s'est passé, dans la conscience de la personne, il y a eu un désir qui est entré en conflit avec les exigences éthiques de son éducation. Dans notre exemple, la malade n'a pas osé exprimer son dégoût à sa gouvernante parce que la morale interdit à un enfant de faire des reproches à un adulte et notamment à sa gouvernante. Ce sont les exigences éthiques qui l'ont emporté et le désir a donc été chassé hors de la conscience, dans l'inconscient, il a été refoulé. Ce refoulement perdure à travers la résistance qui empêche le désir de revenir à la conscience. Et c'est cela qui entraîne le phénomène de dissociation hystérique, c'est-à-dire qu'entre l'état de crise hystérique et l'état normal, il n'y a pas de continuité consciente. Mais s'il y a eu refoulement, pourquoi y a-t-il des symptômes ? Si le désir a été refoulé hors de la conscience, pourquoi est-ce que la personne tombe malade de l'hystérie ? Eh bien tout simplement parce que le refoulement a échoué. En effet, le désir est refoulé, mais il n'est pas effacé, il est toujours présent dans l'inconscient et il guette une occasion de s'activer. Et cette occasion, c'est le symptôme. Le symptôme est une forme d'expression du désir,
mais une expression déguisée. Ça va être le rôle de la psychanalyse de pouvoir passer du symptôme au désir refoulé. Et pour ça, le psychanalyste va devoir surmonter, vaincre la résistance. Cela permettra de rendre le conflit psychique conscient. Ça permettra au malade d'être conscient du désir qui a été refoulé. Ainsi, on pourra trouver une meilleure issue au conflit psychique. Plutôt que d'entraîner une maladie, on pourra par exemple trouver comme issue l'acceptation. Finalement, ce désir n'est pas aussi grave que ce qu'on pourrait le penser et on peut le satisfaire. Ou encore la sublimation. On va pouvoir donner à ce désir un but socialement valorisé. Ou enfin, la condamnation. Effectivement, ce désir est grave et on ne le satisfera pas, on le condamne. Dans la troisième conférence, Freud approfondit cette méthode de la psychanalyse. Il se demande comment vaincre la résistance du malade pour lui permettre de guérir. On a déjà dit que Freud se refusait à avoir recours à l'hypnose ou même à l'insistance. Il réalise avec ses patients que plus la résistance est forte, plus le désir qui a été refoulé, oublié, est défiguré, déguisé, déformé. C'est-à-dire qu'il surgit à la conscience sous la forme d'une idée substitutive. Freud va donc prendre le pari de laisser parler librement ses patients. Ils disent tout ce qu'ils veulent, tout ce qui leur vient à l'esprit, par une libre association d'idées, sans faire de sélection critique. Toutes les idées qui vont ainsi venir à la conscience du malade mettront le psychanalyste sur la voie du désir refoulé. Elles sont comme des indices qu'il va interpréter pour remonter au désir refoulé. Cette technique est exactement la même que celle que Freud utilise pour interpréter les rêves. C'est pourquoi Freud va résumer un de ses tout premiers ouvrages, L'interprétation du rêve, publié en 1901. Il compare les rêves d'enfants et les rêves d'adultes. Les rêves d'enfants sont limpides. Ils sont la satisfaction de désirs qui ont été frustrés pendant la journée. Par exemple, un enfant qui a cueilli des cerises aurait bien aimé les manger, on le lui a interdit, il va rêver pendant la nuit qu'il mange toutes les cerises. Mais les rêves d'adultes sont bizarres, ils ont l'air confus, parfois ils n'ont aucun sens. Ils semblent donc être l'inverse des rêves d'enfants. Mais Freud va faire l'hypothèse qu'il s'agit dans les rêves d'adultes de la même chose que dans les rêves d'enfants. Autrement dit que les rêves d'adultes sont là aussi pour satisfaire un désir frustré. Alors pourquoi y a-t-il une telle bizarrerie, une telle confusion des rêves d'adultes ? Dans l'inconscient se trouve le désir qui a été refoulé pendant la journée. C'est ce que Freud va appeler le contenu latent du rêve, le contenu caché. Mais ce désir se heurte à la résistance éthique, qui cependant est moins forte pendant la nuit. C'est pour cela que le désir va pouvoir tout de même accéder à la conscience en rêve, à condition de se déguiser, de se déformer pour paraître innocent. C'est pour cela que les rêves d'adultes ont l'air bizarres ou confus. Freud appelle cela le contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire ce dont on se souvient au réveil. Ce déguisement du désir, Freud l'appelle le travail du rêve. Grâce à la psychanalyse, on peut donc décrypter le rêve pour retrouver le désir refoulé qui en est à la source. Ainsi, l'analyse des rêves permet de connaître nos désirs refoulés. C'est pour cela que Freud dit que l'interprétation du rêve est la voie royale pour connaître l'inconscient. Dans sa 4e conférence, Freud tire le bilan. Qu'est-ce que les analyses de la psychanalyse nous apprennent sur notre esprit ? Pour Freud, elles nous révèlent que ce sont les impressions issues de notre vie amoureuse qui ont le plus d'impact sur notre esprit et qui sont à la source de beaucoup de rêves comme de symptômes de névrose.
Mais cela semble contredire ce qu'il nous disait dans ses conférences précédentes, à savoir que ce sont des événements traumatiques du passé qui produisent les symptômes, les rêves, les névroses. En fait, ça n'est pas contradictoire, les deux choses vont ensemble. Effectivement, ce sont les désirs refoulés dans l'enfance qui expliquent la sensibilité à des traumatismes qui interviennent plus tard dans la vie. Et ces désirs refoulés dans l'enfance, puissants, sont majoritairement des désirs sexuels. Cette affirmation d'une sexualité infantile a beaucoup choqué l'opinion du temps de Freud. Freud va donc expliquer ce qu'il entend par sexualité infantile. Tout d'abord, cette sexualité est détachée de la fonction de reproduction. L'enfant recherche le simple plaisir. Ce plaisir est nommé sexuel au sens large. En effet, il ne s'agit pas de plaisir sexuel tel que nous, adultes, l'entendons. Par plaisir sexuel, Freud donne par exemple le fait de téter le sein ou de téter sa tétine ou de téter son pouce. Cela fait partie des désirs sexuels qui produisent du plaisir chez les enfants. C'est à la puberté que les choses vont changer et prendre le visage qu'on leur connaît. À la puberté, ces pulsions vont se rassembler autour du plaisir sexuel tel que nous, les adultes, nous l'entendons, c'est-à-dire autour de la zone génitale. Ces pulsions vont être subordonnées à la fonction de reproduction. L'auto-érotisme que les enfants pouvaient avoir, par exemple en tétant leur pouce, est abandonné. Les pulsions veulent être satisfaites, ressentir du plaisir en relation avec une personne aimée. Enfin, certaines pulsions de l'enfance vont être refoulées sous l'influence de l'éducation qui va inculquer la pudeur, la morale, etc. Et donc qui met en place des gardiens psychiques. De la manière dont se fait cette évolution sexuelle à la puberté chez chacun va dépendre l'apparition de névroses. C'est dans le contexte de cette explication de la sexualité infantile que Freud aborde le fameux complexe d'Œdipe. L'enfant prend comme premier objet de ses désirs érotiques, sexuels, ses parents. Ce sont les personnes qui sont le plus proches de lui le plus souvent. Cependant, le comportement des parents va influencer une préférence de l'enfant. Le père a plus tendance à préférer à s'occuper de sa fille et la mère de son fils. C'est pourquoi les fils vont plutôt désirer être à la place du père et les filles à la place de la mère. Quand nous disons être à la place d'eux, ça veut dire recevoir tout seul, exclusivement, tous les soins et toute l'attention du parent de sexe opposé. Le fils ne veut pas partager sa mère avec son père, la fille ne veut pas partager son père avec sa mère. Ce désir infantile de recevoir pour soi tout seul tous les soins et toute l'attention du parent du sexe opposé, on le retrouve dans des mythes tels que le mythe d'Œdipe, Œdipe qui a assassiné son père et épousé sa mère. Ce complexe d'Œdipe est destiné à être refoulé autour de l'âge de 4-5 ans. Les parents doivent en effet faire comprendre à l'enfant qu'il ne peut pas recevoir exclusivement tout l'amour, toute la tendresse et les soins du parent opposé. Ce détachement par rapport aux parents est essentiel afin que l'enfant se tourne vers d'autres personnes extérieures à sa famille, autrement dit qu'il se socialise. Dans la 5e et dernière conférence, Freud se résume. La sexualité infantile est assez libre. Les désirs érotiques recherchent leur satisfaction de diverses façons. Mais à la puberté, certains de ces désirs, sont refoulés dans l'inconscient sous la pression de la réalité, de l'éducation. Et c'est cette frustration qui va donner naissance aux névroses. Ici, il est important de comprendre que la névrose est une satisfaction substitutive. En fait, dans la maladie, par exemple dans la maladie de l'hystérie, les désirs érotiques trouvent une façon de se satisfaire. Cependant,
la maladie n'est pas la seule satisfaction substitutive possible. Freud va parler de l'art, des créations artistiques. Les créations artistiques, pour Freud, sont des transpositions d'un monde imaginaire qui est constitué de nos désirs érotiques et que nous parvenons, de manière substitutive, à exprimer et donc à satisfaire par des tableaux, des musiques, etc. Cette remarque est importante. En effet, elle signifie que les névrosés, les malades, luttent contre les mêmes désirs érotiques que la réalité les a contraints à refouler, que nous, que les gens sains. Mais alors pourquoi certains d'entre nous tombent malades alors que les autres trouvent d'autres formes de substitution? Freud ne le précise pas ici. Il termine sa conférence avec 2 remarques. Premièrement, durant la psychanalyse, le malade va reporter sur le médecin des émotions affectueuses et parfois hostiles qui proviennent des désirs érotiques inconscients. Cela s'appelle le transfert. Ce n'est pas la psychanalyse qui crée le transfert. Pour Freud, dans toute relation thérapeutique, il y a un transfert qui s'opère entre le malade et le médecin. Ce transfert permet au malade de revivre sa vie affective refoulée. Et donc, ça va permettre à la fois au psychanalyste et au malade de prendre conscience des désirs qui ont été refoulés. Mais justement, libérer ainsi des pulsions refoulées, les rendre conscientes, est-ce que ça n'est pas dangereux? Freud répond que non, car la prise de conscience ne peut qu'affaiblir les désirs refoulés. En effet, le patient pourra reprendre le contrôle dessus et plusieurs possibilités seront alors possibles qu'on a déjà évoquées dans la conférence numéro 2, soit condamner définitivement les pulsions, plutôt qu'elles soient refoulées et qu'elles restent actives, soit les sublimer, c'est-à-dire donner un but socialement valorisé, non sexuel, au désir, comme par exemple l'art, comme par exemple la science, ou bien les satisfaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur Freud. À bientôt!